Super. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons entamer le deuxième épisode de la série Ludiquement sérieux. Donc, ludiquement sérieux, qu'est-ce que c'est pour ceux et celles qui n'ont pas pu voir le premier épisode? C'est que Margot Blanchard, ici présente, et moi-même avons réfléchi à un concept de présenter une courte série de conférences avec des chercheurs et des professionnels du domaine du jeu, notamment le jeu vidéo, et d'aborder un peu plus en détail tout ce qu'on appelle un peu l'éthique du jeu, le jeu sérieux, donc d'aller vraiment explorer, décortiquer certaines thématiques dans ce sens. Donc, bonjour Savard. Aujourd'hui, la première épisode était sur ce qu'on appelle les communautés de joueurs. Ça va être c'est en rediffusion sur la chaîne YouTube de Ludipsy, si jamais vous voulez le voir. Donc, c'était avec Patrick Deslauriers et Laura Iseult, La France Saint-Martin. Et aujourd'hui, pour cette deuxième épisode, on a le plaisir de pouvoir collaborer, discuter. Tout d'abord, il y a Margot Blanchard qui va animer la conférence d'aujourd'hui sur les expériences utilisateurs, le design du jeu. Je vais la laisser vous expliquer ça un peu plus en détail tout à l'heure. Il va y avoir également Gwendoline Garand et Pascal Nataf qui vont être les invités d'aujourd'hui. Donc, de mon côté, je suis Elsa de Ludipsy. Je fais une courte introduction pour présenter en tant que streamers pour l'équipe de jeux.ca. On est les diffuseurs officiels cette année. On est chanceux du festival Montréal Joue et cet événement est organisé en collaboration avec Montréal Joue. Donc, je pense que je vais terminer là-dessus et je vais te laisser la parole, Margot, pour expliquer un peu la conférence d'aujourd'hui. Merci Elsa. Donc effectivement, cette conférence est donc vraiment plus orientée sur les questions donc, de design et d'expérience utilisateur, ou souvent plutôt résumée par le mot UX. Souvent on parle de UX et non le terme en entier, mais c'est bien de l'expérience utilisateur par rapport du coup à notre thème général qui est donc le jeu sérieux ou éthique dans le jeu. J'ai avec moi des merveilleux invités. On va commencer du coup par je vous présenter du coup Pascal Nataf. Donc il est cofondateur du studio de jeux sérieux Affordance. Il est aussi enseignant dans plusieurs programmes donc, de design, dont le DESS que j'ai fait, où il m'a donné du coup un cours sur le jeu sérieux. D'ailleurs, est-ce que c'est un des seuls cours de jeu sérieux qui est donné au Québec? Au Québec, oui, je crois. Ailleurs dans le monde, il y a plusieurs facultés qui s'y intéressent. Mais à l'UQAM, on travaille beaucoup aussi sur les questions de gamification, ludification en général, mais sur vraiment le design de jeux sérieux, je pense que c'est dans le DESS à l'Université de Montréal. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter à ta présentation? Nous avons perdu Pascal. Non. J'ai cofondé la Guilde en 2015. Donc, je m'intéresse aux jeux pas mal sous toutes ses formes. Et puis plus récemment, avec d'autres développeurs de jeux, on a fondé un accélérateur qui s'appelle l'Indie Asylum, où on travaille vraiment à financer les jeux vidéo puis à développer les entrepreneurs de la relève. Donc, je m'intéresse beaucoup aux jeux sérieux, mais aux jeux en général, c'est une passion pour moi. Merci. J'ai une autre invitée, donc Gwendoline Garand, qui est chercheuse et consultante en UX, experte en accessibilité. Donc, elle nous parle en ce moment de Paris, mais elle connaît très bien le Québec parce qu'elle y a fait ses études. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais ajouter? Que justement j'étais à l'UQAM, et qu'en communication, on s'intéressait beaucoup aux jeux, pas forcément que le jeu sérieux, c'est moins abordé, c'est plus anecdotique. Et sinon, je suis une chercheuse, mais qui est pas, chercheuse universitaire. Donc je suis une game user researcher, mais je suis plus affiliée à l'université, voilà. Alors, je vais commencer un petit peu donc l'introduction, on va dire, gros concept. Puis je voulais quand même venir définir jeu sérieux parce que c'est tellement un mot qui est utilisé, puis qui est un mot un peu valise, et qui peut en fait vraiment être décliné énormément. Puisque tu sais, pour moi, en fait, le jeu sérieux, c'est une activité qui combine une intention sérieuse, donc qui peut être de plein de types.
pédagogiques, donc enseigner, informatif, communication, marketing, thérapeutique, idéologique, politique, ou même juste d'entraînement physique, et qui combine ça avec des ressorts ludiques, en fait. Fait que vraiment, de manière synthétique, le jeu sérieux, ça va englober aussi bien le jeu société, le jeu de rôle, mais aussi le jeu vidéo. Donc, toutes les pratiques ludiques peuvent être, du coup, transformées en activités de jeu sérieux. Est-ce que j'ai une bonne définition, Pascal? Oui, pas très synthétique toutefois, mais quand même, c'est une bonne définition, je pense. En général, la définition aujourd'hui qui est la plus, largement acceptée, c'est celle qui a été proposée par Michael Eashan en 2005 qui disait, «Des jeux qui visent autre chose que le divertissement». Je pense que c'est, un peu une, définition qui est malheureuse dans la mesure où, ça sous-entend qu'il y aurait des jeux qui visent uniquement, le divertissement, mais qui sont pas sérieux, puis d'autres jeux qui, ben, visent autre chose que le divertissement, mais qui sont pas nécessairement, intéressants. Je pense que tous les jeux sont sérieux. Je pense qu'on peut autant apprendre avec un jeu de combat qu'avec Civilisation, qu'avec des jeux qui ont été designés à des fins pédagogiques. Il y a quelques années, Gonzalo Frasca, Yann Boggess puis d'autres chercheurs ont essayé de pousser le terme, des jeux avec des agendas ou des jeux, games with agenda. Je pense que c'est intéressant parce que sous cette loupe-là, on peut regarder pas mal tous les jeux, puis se poser la question, mais quelle était l'intention du designer derrière? Puis si l'intention était d'éduquer ou de sensibiliser, dans ce cas-là, on peut parler de jeux avec des impacts sociaux. Mais sinon, aussi, on pourrait parler de volonté d'innover, de surprendre, de faire peur pour catégoriser d'autres types de jeux. Mais donc aujourd'hui, jeu sérieux, malheureusement, c'est une étiquette, qui s'est répandue. Puis en général, ben, c'est ça, c'est vraiment des jeux qui visent à autre chose que divertir. Mmh. Merci pour, cette définition, avec aussi cette évolution un petit peu dans le temps, parce qu'effectivement, c'est un mot qui n'est pas figé dans le temps, puis qui est un concept récent, puis qui va encore sûrement bouger aussi rapidement dans le temps, puisque, les recherches qui sont mises en place là-dessus sont quand même assez récentes. Alors maintenant qu'on a un petit peu, du coup, l'idée donc de c'est quoi le jeu sérieux, on va pouvoir revenir un peu à nos 2 disciplines. Fait que Gwendoline, essaye de nous faire une petite, définition du UX. Puis surtout, j'aimerais ça, c'est comme comprendre que c'est quelque chose qui est pas uniquement spécifique aux jeux vidéo, par ça aussi. Alors, petite définition et retour sur, l'origine. Ça vient du design aussi, c'est des études qui ont été faites sur le design pour, et sur l'expérience d'utilisateur, parce que c'est la définition en français de UX, User Experience. C'est d'arriver d'abord par le design à proposer des choses qui vont être plus accessibles, plus faciles, plus affordantes, on pourra y revenir, et plus satisfaisantes aussi en termes d'expérience par l'utilisateur. Donc il y a eu beaucoup de réflexions autour de, l'objet, en tant que design, d'objet, et puis ça s'est justement transformé, évolué en expérience de façon, plus globale, systémique, à grande échelle, de différentes facettes et cetera. Donc c'est vraiment comprendre, enfin mener des études sur comment est-ce que, la personne va interagir avec l'objet, comprendre des consignes, comment elle va interagir avec ça, de quelle façon, dans quel ordre et cetera. Si elle va le faire ou pas le faire. Donc c'est plein de questions qu'on va se poser et l'UX a tendance à être, enfin on essaye de tout compartimenter et on a encore du mal à différencier, la UI qui est, interface, donc les vraiment la on va dire l'aspect visuel, graphique de ce qu'on peut voir, de tout ça. Puis la UX qui est vraiment plus sur, l'expérience, comment est-ce qu'on va mener l'utilisateur à utiliser les choses. Et puis il y a encore autre chose qui est la user research, donc qui est plus ma partie maintenant, où justement on va se poser des questions, faire vraiment des tests, à fond là-dessus et effectivement ça touche plein de domaines. Ça peut être, de ce qu'on appelle, du, consumer market knowledge, ça peut être, donc en marketing, communication, ça peut être, en psychologie, ça peut être en plein, plein, plein de choses et c'est pas que dans le jeu vidéo. Mmh mh. Effectivement, par exemple, un truc très simple, c'est par exemple comment le supermarché a été construit, a été mis en Oui, place, bah, c'est pour faire un chemin, il y en qui a a dans été l'urbanisme. Oui. spécifiquement pensé. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui se met dans tous les domaines, mais dans le jeu vidéo, c'est souvent du coup plus, bah, les contrôles, l'interface, Mmh. qui vont être les éléments d'interaction, que va utiliser en fait le UX designer pour penser son expérience. Et donc
finalement, un UX designer, designer de jeu, c'est quoi la différence? Est-ce que, du coup, Pascal, peux-tu nous faire un petit peu entre ces 2 disciplines qui sont en fait finalement très, très connectées, voire même parfois se chevauchent ou même, je te laisse je te laisse continuer là-dessus. Ouais, je pense qu'il y a une différence, évidemment, il y a toute une, diversité dans les pratiques dans l'industrie en fonction aussi du type de studio dans lequel on travaille. Évidemment, les grands studios, triple A qui travaillent sur des jeux, comme les Ubisoft ou, les Fortnite de ce monde, bien évidemment, les postes sont beaucoup plus spécialisés. Puis même à l'intérieur des départements de UX, souvent, il y a justement beaucoup de spécialités. Dans un studio plus petit, des fois, un designer va porter tous les chapeaux, va faire le design de jeu, va faire le design d'expérience, le design, d'interface. Techniquement, le designer de jeu, serait plutôt au niveau du système, ou serait plutôt au niveau de l'expérience, très haut niveau. Le designer, UX va souvent être plus proche des tests utilisateurs, de faire des playtests, de voir un peu, comment est-ce que les joueurs interagissent avec le jeu pour faire des recommandations, essayer d'éviter au maximum les frustrations, puis essayer d'augmenter, au maximum l'adhérence ou, certains comportements. Donc, mais les 2, c'est vrai, travaillent souvent, très étroitement ensemble. Ouais. Mmh. C'est par exemple dans mon cas à moi, tu sais, comme, on est dans un studio indie, je fais du UX, en tant que game designer, mais ça se rajoute finalement à la palette de mes skills, de aussi être capable de pouvoir, faire de la communication visuelle, et de réfléchir à l'interaction, surtout au niveau des interfaces particulièrement. Ça va être très, très axé là-dessus, puisque souvent les contrôles vont être plus sur un game feel, qu'on va être moins du coup dans cet aspect-là, même si penser comment vont être les contrôles du jeu, ça rentre quand même dans l'interactivité générale de l'expérience. Et voilà, j'espère que vous avez tous compris là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat par rapport à ces disciplines-là? Si c'est pas le cas, on va continuer là-dessus. On va continuer. Alors, alors du coup, je vais un petit peu, plus revenir du coup sur, le côté éthique avec, le UX. Fait que je voulais comme te demander, Gwendoline, en fait, quand moi je te dis éthique, comment par rapport à ton domaine, tu vas utiliser ce mot et qu'est-ce que tu entends par là, en fait? Ah, c'est à plusieurs niveaux. Heu, Déjà, il y a une partie dans le début de l'UX, par rapport justement à l'étude du design et tout ça. Il y a, ce qu'on appelle le design éthique. On estime qu'il y a une responsabilité justement du, designer envers l'utilisateur, et la société dans lequel on va mettre ce produit-là. Et du coup, on va avoir un impact, nous, en tant que créateurs, parce qu'on va mettre dans les mains un produit et son usage peut être, positif, négatif envers l'utilisateur. Donc on a déjà cette partie d'éthique-là. Il y a aussi le fait que, ça c'est des choses qui sont en ce moment soulevées de plus en plus. Hem, c'est entre autres Célia Odon qui en parle beaucoup dans ses conférences qui est, je vais avoir mangé le mot sinon c'est pas drôle. Les dark patterns, c'est, justement quand on induit l'utilisateur en erreur ou qu'on peut, potentiellement lui faire des mauvais choix, des choix qu'il ne pensait pas faire. C'est souvent des choses qu'on peut voir dans les formulaires où en fait c'est déjà précoché et en étant précoché, on peut par exemple, souscrire à une assurance qu'on n'a pas désirée ou ce genre de choses. Donc il faut se méfier de ce genre de choses. C'est pas des bonnes pratiques, c'est pas éthique. On induit en erreur la personne, on lui force un peu la main, on fait de la vente forcée par exemple. Donc il y a plein des petites choses comme ça et donc l'éthique, c'est vraiment, faire attention à ce qu'on fait, qu'on donne des choses qui soient acceptables, bien, faites, à une personne et que celle-ci ne se sente pas lésée dans son utilisation, qu'elle soit pas manipulée dans son usage non plus et cetera et cetera. C'est vraiment à différents niveaux. Ça peut être, du simple design, ça peut être, un objet fonctionnel et pas fonction ou dysfonctionnel. C'est très vaste, mais en tout cas, c'est la définition que je peux te donner là comme ça, franco. Ouais, c'est très, très, très intéressant. Puis du coup, la question de l'accessibilité justement, en fait, sous-tend finalement ce que tu viens de nous dire, en fait? Hem, Par rapport à l'accessibilité, c'est pas forcément une question d'éthique à proprement parler. C'est plus un discours militant qui vient s'ajouter là-dessus pour dire que, c'est pas parce qu'il y a une majorité de personnes qui peut accéder à un produit que tout le monde le peut.
Et donc si on veut que nous, dans notre démarche de designer, on soit un peu plus éthique, il faut être en fait plus inclusif et donc faire plus de diversité. Donc c'est maintenant le courant qu'on appelle diversité et inclusion, où on essaie justement d'intégrer en fait tout le monde dans le processus. Et de mon côté, par rapport aux jeux vidéo, c'est justement d'avoir un discours militant, de faire remarquer qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas utiliser les dispositifs qu'on propose parce que justement, on n'a pas pensé à les solliciter depuis très longtemps. Typiquement, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap moteur qui n'arrivent pas à utiliser l'arrière des manettes Xbox ou qu'importe, parce que justement, c'est dur à la pression ou trop loin à accéder, etc. Et on n'y pense pas et on ne propose pas, par exemple, de remapper les touches. Donc, ça va être à nous, en tant que créateurs ou créatrices, de refaire un petit peu ça pour pouvoir, le tester, savoir quand ça marche et ça marche pas, et proposer des alternatives. Donc, c'est vraiment plus par là, c'est l'apport d'entrée que moi je vais avoir, c'est de porter ce message-là et d'essayer de changer les choses dans le bon sens, c'est-à-dire faire venir des gens différents et de faire tester pour que ce soit un peu plus ouvert sur la norme, pas que ce soit juste réduit sur le spectre. Voilà. Non, puis c'est vraiment d'accompagner finalement les designers en leur donnant des outils Oui. pour qu'ils soient comme plus capables de finalement d'intégrer ces réflexions-là. Puis quand on parle du coup d'accessibilité, donc tu as parlé d'handicap moteur, mais c'est quoi on va dire la liste, on va dire les principaux qu'on retrouve en fait type Oui. d'handicap que l'accessibilité doit répondre? Pour le moment, le modèle qui est encore en vigueur, c'est un modèle qui se base sur 4 grandes familles de handicap. Donc il y a le handicap moteur, il y a le handicap visuel, auditif et puis il y a le cognitif. Mais en fait, si on creuse un peu plus ça et qu'on avance justement dans la partie recherche qu'on pourra aborder tout à l'heure, on se rend compte que c'est beaucoup plus vaste et que la partie cognitive intègre aussi autres parties. Elles peuvent être motrices, elles peuvent être diverses. Et du coup, ça crée des problèmes qui sont pas juste additionnels, mais qui sont multiplicateurs. Et on a tendance à ne pas ni les comprendre, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et du coup, on s'y intéresse pas trop et donc on ne cherche pas à les corriger. Et du coup, il y a ces 4 grandes familles, mais au final, il y en a une multitude, qui peuvent se cumuler ou créer d'autres situations de handicap qu'on n'aurait pas vues avant. Et donc les personnes comme moi, elles sont là pour, un peu tirer sur la sonnette pour dire, «Attention, là, ça marche pas bien» ou alors: «Faudrait le faire tester de telle façon» et cetera. Voilà. Non, puis parfois, tu sais, c'est aussi une question que la production de jeux, tu sais, on n'a Oui. pas le temps parfois ou, tu sais, si on n'a pas eu la formation là-dessus, tu sais, passer par une formation en design, de savoir tous ces éléments-là, puis on est quand même Totalement. dans des deadlines toujours assez courtes, fait qu'on travaille, fait que c'est comme plus les feedbacks sous notre jeu qui vont être comme: «Ah, attention, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça», puis là, ensuite, on va pouvoir rectifier, mais rarement on a le temps de se poser la question et de formuler ça, à moins que ça soit un des piliers de la compagnie ou Oui. ou vraiment un désir vraiment particulier et fort de ce designer-là ou cette designeuse-là. Oui, ou Fait que sinon d'ailleurs, c'est pardon. continue. Vas-y, je t'en Ce qu'on observe aussi, c'est aussi dans les travaux, universitaires là, sur le sujet, c'est que, au mieux, quand quelque chose se passe, c'est qu'il y a déjà dans le studio une personne qui est en situation de handicap et qui va le faire signaler, enfin qui va faire remonter la situation en disant: Là, c'est pas possible», tu vois? Par exemple, c'est «Je suis daltonien, là, ça marche pas». Bah, C'est c'est souvent ça. exactement la situation Oui. chez Triple Boris puisque, donc Simon Dantrot, donc bon, le président, du coup, a effectivement, cette problématique de blind color. Fait que, tu sais, Mmh. ça fait en sorte que dès le début, tu sais, dès mon un de mes premiers jours, tu sais, j'étais comme: «Ouais, mais tu sais que ça c'est un système de couleurs, là». Un système de couleurs. Bah oui, bah moi, tu sais, je les différencie pas là, fait que ah! Mmh. Et là, du coup, c'est forcément en tant que designer, j'étais quand même à me positionner puis à réfléchir. Après, on va réfléchir à un système par forme, puis ça va être puis en fait, c'est vraiment plus intéressant puis c'est en plus, ça enrichit encore plus finalement le Oui. design parce qu'un code couleur juste simple, c'est un type de feedback alors que tu pourrais, entre guillemets, chercher d'avoir d'autres types de feedback qui vont faire en sorte que c'est encore plus clair le message, donc pour l'ensemble ensuite donc des utilisateurs. Mmh mh. Mais revenons du coup du côté du jeu sérieux, et donc la place du designer. Fait que je voulais un petit peu t'entendre Pascal sur un peu, c'est quoi la place du designer dans un processus un peu de création de jeux sérieux? Puis surtout, bah, c'est qui les autres aussi qui sont là et comment le designer donc, est, finalement placé, à créer un jeu avec ces différents acteurs-là? Ouais,
J'ai embarqué là-dedans tout de suite, mais je trouvais ça Ouais. super intéressant, la question d'éthique. Je voudrais y revenir Ah, juste une vas-y. seconde, puis je vais tout de suite après parler du processus de création. Mais ce qui est intéressant quand même avec notre discipline, c'est que en général, faire des jeux vidéo, on n'en fait pas depuis très longtemps. Depuis les années 70, puis pendant longtemps, on a appris de façon anecdotique. Vous, nous, on est pas mal la première génération ou la deuxième de designers qui vraiment apprennent dans des écoles. Puis justement, toutes les connaissances ou le progrès que des disciplines comme le UX ont fait dans les dernières années, souvent en se nourrissant de la psychologie, euh, nous permettent de comprendre les utilisateurs encore mieux aujourd'hui que jamais dans l'histoire de l'humanité. Puis comme on sait qu'on est dans une société qui est très connectée, qui est basée beaucoup sur l'instantanéité, on est dans une guerre perpétuelle de tous pour l'attention. Autant le gouvernement maintenant essaie d'obtenir notre attention pour nous demander de nous comporter d'une façon ou d'une autre. Les grandes compagnies essaient d'avoir notre attention. Ceux qui ont accès aux data, les GAFAM de ce monde ont énormément d'informations sur nous pour essayer de maximiser comment ils vont nous présenter des contenus pour avoir beaucoup d'attention ou pour avoir le maximum d'attention de notre part pour ce qu'ils ont à nous présenter. Euh, donc c'est quand même assez intéressant parce qu'on est tout début de Un changement d'une époque, là. d'un changement de paradigme, puis Ouais. d'essayer de comprendre, ou je veux dire, tout le monde comprend maintenant l'intérêt ou la nécessité d'encadrer un peu les pratiques sur Internet ou les pratiques en général. Donc, dans le design de jeu, on n'a pas vraiment encore de code de déontologie, on n'a pas encore vraiment de guide de ce qu'on devrait faire ou pas faire. Donc, les questions de l'accessibilité, je pense, sont super intéressantes. Mais plus largement, par exemple, quand on fait des jeux éducatifs, on a été souvent un peu confronté à justement des choix plus moraux. Est-ce que c'est bien ou pas bien ce qu'on est en train de faire? Ludifier trop l'éducation en essayant de, 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 de cacher, par exemple, derrière des stratagèmes un peu foireux là, tu sais, de l'information, essayer de rendre de plus facile d'apprendre. Je veux dire, d'une certaine façon, de s'assurer d'avoir des outils affordants, agréables, faciles à utiliser, c'est nécessairement des bonnes pratiques, puis ça devrait être réfléchi dans l'éducation. La salle de classe, par exemple, est définitivement pas un bon endroit pour apprendre. D'un autre côté, ça nous est déjà arrivé, par exemple, d'essayer d'ajouter, par exemple, des, des, des badges ou des loot box dans des jeux éducatifs pour essayer d'augmenter l'adhésion de jeunes. Puis là, on peut se poser la question, ben, est-ce que c'est bien de mettre des loot box dans un jeu éducatif? Oui, on va augmenter l'adhésion, par exemple, ou la participation d'une personne, mais en même temps, est-ce qu'on est en train justement de renforcer des types de comportements compulsifs qui ne sont pas nécessairement sains et qui peuvent nuire à long terme? Donc, on s'est pas encore penché sur vraiment tout ce que ça veut dire faire des jeux, mais ce qui est clair, c'est euh, une fois qu'un jeu est bien designé, une fois qu'un joueur est dans le cercle magique, qui a suspendu un peu sa crédulité puis qui interagit, on a énormément de pouvoir ou de contrôle sur cette personne-là. Puis beaucoup de différentes plateformes ont suscité de la controverse dans les dernières années. On peut penser à Sesame Credit en Chine, des plateformes où on essaie de gamifier, par exemple, l'obéissance des citoyens. Euh, Black Mirror a déjà abordé différents thèmes liés justement à gamifier ou à rendre tout plus facile, plus agréable, tout plus comme un système de jeu. Donc, il y a énormément de réflexions à avoir là-dessus. Puis je pense que c'est important que justement des universitaires, entre autres, s'y pensent. Pour Non, revenir. Ah oui, ben vas-y. vraiment, non, c'est comme, tu sais, la loot box, c'est comme une arme, tu sais, fait que c'est comme, tu sais, c'est l'arme de la récompense aléatoire qui est derrière ça, finalement. Et fait que t'es comme, est-ce que tu dis cette arme-là, comme, pour faire du casino, c'est sûr, ça va fonctionner très bien, mais si tu prends cet élément-là puis que tu le mets pour un but positif, est-ce que c'est vraiment la question, finalement, d'utiliser des moyens maléfiques pour arriver à du bien? Est-ce que ça fonctionne ou pas, cette façon-là? Mais en même temps, c'est juste, on trick ton cerveau, tu sais, fait que c'est tellement fort dans le cerveau, fait que pourquoi ne pas l'utiliser? Mais oui, est-ce que ça va, mais même si on l'utilise pour le bien, entre guillemets, est-ce que ça peut avoir des conséquences indirectes mauvaises? Parce que c'est juste avoir un système de coping, de se dire, ah, moi, je vais me mettre dans beaucoup jouer. Oui, c'est positif, mais ça peut avoir un impact négatif quand même de faire, faut quand même le modérer, etc. Là. Exactement, exact. Puis quand je regarde souvent les mandats ou les contrats qu'on reçoit chez Affordance Studio, souvent
C'est beaucoup plus justement des enjeux de UX que des enjeux de design de jeu vraiment. C'est surtout que les systèmes ont été mal réfléchis, qui sont pas, agréables à utiliser, qui sont pas, bien intégrés. Donc souvent, notre travail, c'est surtout de redesigner un peu des interfaces, de redesigner juste un parcours, d'utilisateur. Pour parler un peu du rôle du designer de jeu, c'est super intéressant, comment ça se passe plus spécifiquement dans le jeu sérieux. Dans le jeu en général, faire des jeux vidéo, c'est quelque chose de super complexe. C'est pour ça que les projets sont souvent en retard, c'est pour ça tu sais, ça prend des grandes équipes, ça demande, d'avoir, de la technologie, ça prend des programmeurs, ça prend des gens qui sont techniques, ça demande d'avoir des artistes qui ont une certaine sensibilité pour avoir la musique, pour avoir, l'art, ça prend des artistes qui sont techniques aussi, qui vont nous faire, tous les effets visuels, les shaders. Ces personnes-là doivent travailler ensemble avec des gens qui font de la production. Donc c'est quand même des projets technologiques complexes. L'avantage quand on fait des jeux vidéo traditionnels, c'est qu'on connaît assez bien le public cible. Souvent, on sait dans quelle niche on est, on a déjà pas mal des idées, des personnages qu'on vise. Donc, tout le monde est capable de travailler plus directement à créer des expériences de jeu pour un public qui est déjà défini. Souvent, quand on fait du jeu sérieux, ben, le public cible est beaucoup plus large que juste, par exemple, des joueurs. On peut essayer de faire un jeu pour des personnes de 65 ans et plus. On peut viser des adolescents. Des fois même, on vise un public plus large qui comporte des démographies de joueurs et de non-joueurs. Donc, le designer de jeu doit être vraiment beaucoup plus proche du designer UX dans ce cas-là, puis il doit être vraiment plus habile à aller sur le terrain, à faire du design collaboratif, à faire beaucoup de tests. La plupart du temps, c'est vraiment utile d'avoir une démarche centrée sur l'utilisateur, puis de s'assurer d'avoir très tôt dans le processus les parties prenantes. Ça veut dire ceux qui vont financer les projets, ça veut dire ceux qui vont participer au projet, ça veut dire ceux qui vont être les joueurs et ceux qui vont être les développeurs. Ce qui rend tout le processus beaucoup plus complexe. Mais quand c'est bien fait, ça crée des jeux qui sont ou des expériences ludiques qui peuvent être super intéressantes. On a développé, nous, à l'interne, un outil pas très, ben, un outil super original, mais qui a été baptisé de façon pas très originale, le GameStorm, pour faire du brainstorm de jeux sérieux. Donc ça c'est tout le temps la première étape. Dès qu'on commence, un mandat, on commence toujours par avoir toutes les parties prenantes autour de la table, puis on passe à travers toutes les étapes importantes de designer un jeu. On se pose la question: qui est le public cible? On se pose la question: c'est quoi les objectifs? Quel type de verre d'action? Quelle mécanique de jeu? Pour s'assurer d'avoir, un squelette puis d'avoir une vision commune, d'un projet, ce qui est Mmh. vraiment super important. Non, puis aussi, enfin, il faut aussi vulgariser aussi aux autres parties qui sont pas forcément du milieu du jeu, mais qui vont être les parties prenantes, que ce soit, tu sais, les associations qui vont avoir de l'argent subventionné et qui vont faire la demande pour la création d'un jeu. Puis eux, enfin, ils sont pas forcément du milieu du jeu ou ils sont pas forcément à l'aise avec ces codes-là. Fait qu'il y a tout un aspect aussi de les mettre à l'aise, puis de leur faire comprendre aussi finalement notre discipline et de montrer de montrer qu'on peut, aller au-delà de jeux très, très simples parfois parce que souvent, ce qui se passe, j'ai l'impression, en tout cas dans moi aussi, quand j'ai ce genre de type de contrat, bah, c'est que ils ont une vision un peu très faite du jeu vidéo, puis ils veulent ça cadre là-dedans. Fait que Ouais, nous, c'est aussi les emmener un peu plus loin et ouais. le brainstorm est genre notre seul allié là-dedans parce que à partir du moment qu'ils arrivent à émettre d'autres idées, on peut partir de ça. Puis en fait, on est vraiment dans de la co-création parce que c'est pas nous qui avons parfois le contenu, comme tu sais, quand dans mon cas, moi, quand je travaillais sur le jeu envers les violences envers les enfants, bah, tu sais, je suis pas l'experte dans le sujet là, fait que c'est clair que c'est avant tout l'association qui a l'information, puis c'est à moi de la chercher, puis de faire en sorte de créer une expérience par rapport à ça, mais en sachant que je suis pas maître de cette information-là aussi, tu sais? Ouais, ben, c'est ça. Je pense que tu mets aussi le doigt sur quelque chose de très important. Souvent les gens connaissent encore mal notre industrie ou mal notre métier, donc on a l'impression que c'est très facile de faire ce qu'on fait, que du UX, c'est juste de changer un bouton de place ou que de faire du jeu, ben, tu sais, c'est comme un peu fait comme dans une factory de Willy Wonka où on est avec des mais donc, d'avoir une méthode vraiment pour encadrer les gens, c'est vraiment important, puis la plupart des gens qui s'y frottent, là, qui essaient de faire surtout dans les jeux sérieux, ça arrive souvent que des professeurs ou, de
n'importe qui se dit: «Ah ben, je vais faire un jeu, c'est super facile», puis, ben, en général, c'est dans c'est dans la praxis, c'est dans la pratique qu'ils se rendent compte que c'est beaucoup plus difficile qu'on pense. Non, puis même faire un jeu société, ça c'est aussi difficile aussi. Là, c'est Oui. pas une c'est, un jeu vidéo, c'est encore plus difficile parce qu'il y a des enjeux technologiques là-dedans, mais aussi même un jeu société, on peut rapidement se casser les dents aussi là-dessus, on n'a même pas cet enjeu technologique là. Fait que faut prendre ça aussi, en compte. Même l'expérience ludique est difficile à gérer avec ou plus ou moins le côté technologique, mais quand en plus le côté technologique embarque, là, ça devient de plus en plus parce qu'effectivement, il y a d'autres acteurs qui doivent se rajouter finalement à à cette table de la discussion pour co-créer, ensemble. Avec tout ça, Nafi, je avec pense que pardon. tu peux, vas-y, continuer, faire un dernier élément là-dessus avant qu'on passe Oui. à la prochaine, Avec ce que disait aussi, Pascal, par rapport à la on va dire l'âge du jeu vidéo. Ces métiers-là, l'UX et compagnie, c'est des nouveaux métiers, c'est quelque chose que les gens connaissent encore très peu, très mal. C'est totalement composite, donc on peut sortir d'une formation en psychologie, on peut avoir, s'être intéressé à vraiment aux interactions homme-machine, donc c'est encore différent et cetera, tu vois? Et du coup, les gens ont encore beaucoup de mal à savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quel est l'intérêt de faire tout ça. Et on en est encore à défendre en fait l'intérêt de notre métier avant même de pouvoir vraiment mettre en application. Donc, mmh il y a mh. encore certains Non. secteurs qui galèrent là-dessus, quoi. Mmh. D'ailleurs, on avait des questions sur, le côté UX, dans le Vas-y. public. Alors le UX, c'est juste pour l'informatique et le design ou, donc, d'autres domaines? On avait quand même parlé un peu, mais on peut comme rouvrir un peu là-dessus pour, donner des exemples plus précis peut-être? Bah, justement, c'est pas que, enfin, en fait, il y en a de partout. Tu peux en avoir justement, quand tu parlais tout à l'heure par rapport à l'urbanisme, en fait, que comment penser, le trajet d'une personne au sein de sa ville, vers quoi elle va passer. Est-ce que ça va être, quelque chose de fluide, pas fluide? Est-ce qu'on veut la faire rencontrer certaines zones du quartier plutôt que d'autres? C'est déjà, en fait, de l'UX, en quelque sorte. C'est pas appliqué à un jeu, c'est pas appliqué à de l'informatique. Pourtant, c'est une forme de, conception, du design et de l'expérience de l'utilisateur dans ce parcours-là. Donc ça en est. Après oui, par rapport à l'informatique et tout ça, on peut en avoir en web, on peut en avoir sur des applications, mobiles, on peut en avoir sur des jeux vidéo, on peut en avoir dans tout. Et pour arriver à faire de l'UX, on peut, bah, comme je le disais, faire de la psychologie, on peut passer par, les interactions homme-machine, on peut passer par le web pur. On peut faire Mmh. vraiment plein de chemins différents. On peut faire du game design et puis se spécialiser, par exemple, en équilibrage. C'est le cas de certains de mes potes. Donc non, il y a plusieurs, façons de faire. Il y a pas, une voie toute seule et ça s'applique pas, qu'à un seul domaine en particulier, non. Mmh. Non, c'est ça et puis en plus, on va dire, c'est pas forcément le terme UX qui va être accolé, mais Non, ça reste que c'est la discipline en fait, ça renvoie quand même à la discipline du design en général, oui, qui est le design, tu sais, d'objets puis tout ça, qui est en fait l'origine, l'architecture rentre dedans aussi. il y a Tu sais, c'est vraiment énormément de termes, ouais. finalement, c'est ça, c'est le design en tant que tel. Tu sais, dès qu'il y a design, c'est une interaction entre, quelque chose et un Design, humain. expérience, Mmh. people, enfin tu peux mettre ce que tu veux derrière, c'est très vaste, Tu très sais, un vaste. escape room, ça rentre dedans aussi et cetera, Oui. il y a du UX dans l'escape room. Et Oui. une autre question je pense que c'est plus Pascal et moi qui pourraient répondre là-dessus, puis c'est plus prod. Est-ce que donc les équipes de UX travaillent avec les QA, donc tout ce qui est équipe de testeurs? Heu, Pas nécessairement. Pas pour ceux qui s'intéressent au UX, je sais qu'il y a un regroupement à Montréal de conférences qui s'appelle Tout le monde UX. Ils ont, je pense, une fois par mois, des conférences sur le sujet, puis justement, ça touche à des termes très, très larges. Des fois, le UX peut faire partie d'un département de test at large dans lequel il va avoir aussi de l'assurance qualité qui est vraiment plus d'aller chercher les bugs puis trouver les problèmes. Mais normalement, un designer UX entre beaucoup plus tôt dans le processus pour vraiment s'assurer qu'il y ait différentes étapes du projet, des jalons dans lesquels on va faire des tests. Euh, Travailler un peu sur qui va être le public cible, se poser des questions, par exemple, sur même très, très tôt dans un projet, participer à des genres de focus group un peu pour savoir, bon, mais est-ce que ce mood board-là, est-ce que cette proposition de valeur-là est quelque chose d'intéressant? Donc, c'est vraiment une discipline quand même à part qui est beaucoup plus proche du marketing
que des tests, du QA. Bah, dans le cadre d'un studio, indie ou quand le UX va être le côté interface, bah là, dans des petites équipes, oui, on va avoir s'il y a du QA dans studio indie, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les studios indie. Mais dans les cas des petites équipes, effectivement, on va tous travailler ensemble parce qu'on n'a pas de département de recherche dans les départements plus dans les mini studios indie. Pour le côté plus indie, les mini studios. Ouais. Et pour les gros studios, justement, c'est la user research qui encadre tout ça. Et on fait pas du UX à proprement parler, on va plus faire des retours justement sur tout ça pour dire bah là ça marche pas, là ça marche, mais pas forcément comme ça, etc. quoi. Ouais, c'est comme le profil chercheur, puis tu as comme le profil, on va dire, genre comme plus créateur en fait, Oui. comme du métier finalement. Fait que ça, c'était les 2 questions qu'on avait, fait qu'on peut partir, du coup sur notre deuxième partie qui est donc vraiment les prédictions. Fait qu'en fait, pourquoi on voulait parler de ça? C'est qu'on voulait un peu aussi du positif aussi, tu sais, comme dans notre époque, d'aujourd'hui, en plus cette année. Fait que comment un peu c'est un peu notre volonté à Elsa et moi de vouloir mettre un peu en valeur comme un peu qu'est-ce que ça peut nous amener dans le futur. Fait que pour ça, on va repartir un petit peu avec Gwen sur comment, du coup, sa recherche académique, puis peut-être que c'est celle que tu comptes faire dans le futur ou que tu fais en ce moment, et comment cette recherche-là, du coup, peut vraiment aider dans le domaine. Même si on a déjà un petit peu parlé de ça, mais tu peux continuer là-dessus. Ok. Cette année, j'ai fait alors c'est toujours sous NDA, donc je n'ai pas le droit de tout divulguer. Néanmoins, cette année, j'ai fait une grosse recherche basée sur des travaux anglophones qui s'intéressent en fait à l'accessibilité des joueurs en situation de handicap. Et donc, j'ai mené une recherche en France parce qu'il n'y en a pas. On n'a rien sur le sujet. Même dans les sources du jeu, on n'a pas de choses sur l'accessibilité. Donc, j'ai vraiment cherché à étudier ça et il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Si justement il n'y a rien sur le sujet, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Idéalement, j'aimerais pouvoir continuer dessus. Le problème, c'est que, bah, il y a eu le Covid et puis on est encore, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en France, on en est encore à expliquer tout ça. Donc c'est des choses qu'il faut aborder d'un point de vue, encore une fois, ici militant. Donc ce que je fais, c'est que je suis devenue, membre d'une association qui s'appelle Cap Game, qui est là pour, faire de la vulgarisation, apporter de l'information, faire du consulting, du test et cetera auprès, de personnes en situation de handicap, mais aussi auprès de créateurs de jeux. Même sur les salons, on intervient, on fait pas mal de choses et je suis une personne, même si je suis dans la partie recherche, parce que j'aide, on va dire l'association à gagner de la légitimité d'un point de vue, apport scientifique de ce qu'on fait, ce qu'on fait et cetera. Mais je fais aussi pas mal de communication extérieure en essayant de, bah, médiatiser l'association. Parce qu'en fait, il y a besoin. On a des joueurs en situation de handicap à qui on n'apporte pas vraiment de solution. Et du coup, l'idée, ce serait de faire porter ce message-là parce que, comme dit tout à l'heure aussi, il y a encore par les personnes qui travaillent en accessibilité, en user research, etc., il y a encore une vision du handicap qui est limitée à 4 catégories, comme je le disais tout à l'heure, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et moi, par exemple, je me suis spécialisée sur ce qui est la neurodiversité, donc les fonctionnements cognitifs différents, les troubles, ce qu'on appelle, par exemple, la dyslexie, la dyscalculie et ce genre de choses, mais aussi l'autisme, etc. C'est des choses qu'on n'aborde pas, très peu, très mal, encore plus en France parce qu'on est très en retard sur ces sujets. Et il y a besoin, en fait, oui, et il y a besoin, en fait, d'en parler pour que ça change. Sinon, bah, on n'apportera pas d'eau au moulin, ça ne changera pas. Et donc je fais partie de, ces acteurs-actrices qui essayent de porter les choses. C'est un peu, ce que j'essaye de faire donc pour l'avenir et donc je vais faire là dans mon coin des articles. Je vais essayer de continuer à faire de la recherche et proposer justement un peu des livres blancs pour, libérer un peu la parole sur toutes ces choses-là et continuer à faire du consulting, ce qui est, une de mes grosses choses que je fais en tant qu'indépendante justement. Voilà. Mais tu dis que c'est quand même difficile déjà de juste parler du sujet, mais Oui. même de la part des studios de jeux aussi, même la réception. Oh, ok, à ce point. Et Il y a recherché toujours ce- actuellement parce qu'on en parle enfin un petit peu. Il y a eu justement tous les MeToo et compagnie, enfin tous les mouvements sociaux qui ont précipité un petit peu la libération de la parole, alors c'est bien. Néanmoins, on est encore sur du washing, on est encore on essaye de faire bien les choses. Regardez, hey, enfin on présente quelque chose, oui, mais c'est incomplet, imparfait, etc. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On n'est pas parfait.
Alors oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites, hein. On a vu, ça on le voit depuis 2017-2018 avec l'apparition de ce qu'on appelle la Xbox Alternative Controller, donc qui est un espèce de gros hub sur lequel on peut plugger, plein de boutons, manettes, joysticks, plein de trucs différents pour pouvoir améliorer sa situation de jeu. Mais c'est encore imparfait parce que justement il y a pas de joystick dessus, il y a pas plein de choses et c'est encore une fois, en tout cas de mon point de vue, puisque je suis là pour parler de neurodiversité dans mon travail, bah, c'est quelque chose qui est très orienté handicap moteur, mais pas Mmh. le reste. Et même dans le handicap moteur, en fait, c'est pas à ce point approfondi parce qu'il y a des personnes qui ne pourront pas appuyer sur certains boutons parce que c'est encore trop dur, trop pas calibré correctement. Et là aussi, dans ce discours-là, il y a des choses qui sont pas comprises parce que, yeah, on a enfin créé des choses, mais est-ce que financièrement c'est accessible à ces personnes? Souvent pas. Donc il y a encore beaucoup de choses à Mmh. faire, beaucoup de dialogues à avoir avec, que ce soit les industriels, les créateurs de jeux, les consommateurs aussi pour les orienter, et cetera, faire un Mmh. dialogue et donc j'essaye de connecter un peu tout le monde via l'asso, via, bah, justement, le fait de discuter là comme ça et cetera. Voilà, c'est En un tout cas, je peu, pense que c'est un l'avenir. travail ouais, c'est un travail très très important. Puis, je pense que la co par contre, la communauté, de ces personnes-là, par contre, elle est super active. Il y a quand même, Mmh, vraiment tu sais, c'est pas comme s'il y avait aucune agency, aucun, du coup, c'est quoi le terme en français? Forcément, je l'ai un oublié. agenda? Je La sais pas. il y a un terme utilisé, au Québec, OK. pour l'agency, mais bref, en tout cas, vraiment, il y a quand même il se passe des choses. C'est pas comme s'ils attendaient comme les bras comme si Mmh. ils attendaient en fait, que les développeurs s'emparent des questions. Ils vont les chercher quand même. On Ils vient ou en elles fait, vont les chercher. on le voit par exemple sur Twitter, il y a plein de personnes qui sont en situation de handicap, qui alpaguent en fait directement les créateurs en disant: «Hey, moi je suis dans telle situation, je ne peux pas jouer à votre jeu. Hey, hey!» Et en fait, il y a souvent un dialogue à sens unique mais justement, c'est pour ça, enfin, l'une des choses qu'on porte avec IBM, c'est d'arriver justement à faire du co-design, à travailler avec, les personnes directement concernées, à faire travailler les studios avec pour que, il y ait une connexion, il y ait des tests qui soient faits, on puisse avancer, tous dans la même direction en fait. C'est quelque chose qui est encore très long à mettre en place, qui est pas, naturel. On comprend pas bien à quoi ça sert parce que typiquement, on dans les lois qu'on a dans l'UX, en fait, on a des heuristiques, qui sont des guides, en fait, pour essayer de faire les choses bien et puis dans toutes les lois qu'on a autour de tout ça, on en a une qui dit que pour tester un jeu, de façon représentative, 5 personnes, globalement, ça suffit. C'est très peu 5 personnes et dans le cas d'une personne en situation de handicap, tu prends pour un même handicap, hein, il y a plusieurs variations par personne. Donc au final, tu vas jamais pouvoir vérifier enfin, quel est le niveau de sensibilité à moins de trouver la personne qui pourra te dire: «Bah, là, en fait, c'est ce niveau minimal qu'il nous faudrait parce que cette personne-là, elle ne peut pas». Et il faudrait prendre un peu comme, je crois que c'est un truc qu'on a en bio, en ethno aussi, comme quoi justement, faut c'est une citation célèbre en plus, comme quoi il faut que la dernière personne la plus en bas de ton échelle sociale ou d'un point de vue médical puisse quand même arriver à suivre le groupe, tu vois? Et donc faut la mettre devant pour que ça soit la marche à Mmh mh. suivre. Et en gros, c'est ça qu'il faudrait faire. Faudrait faire. Mmh. C'est Pas encore compliqué à faire entendre. Pascal, que tu as des choses à dire là-dessus ou tu veux qu'on oriente plus, directement sur le jeu sérieux plus? Non, mais je pense que on est effectivement au début d'un changement de paradigme, comme on a dit un peu plus tôt. Donc, il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue déontologique, puis il y a beaucoup de choses à faire du point de vue de la diversité et l'inclusion. Je pense que définitivement, l'industrie a été secouée par, différents, scandales au cours des derniers, 2-3 ans. Donc, il y a quand même des changements qui se sont opérés. Je pense qu'on sent que dans certains studios, il y a un changement sincère. Dans d'autres studios, on sent qu'il y a un changement qui est au moins opportuniste, mais ça change quand même pas que le changement est en train de s'opérer. Donc ça risque d'aider un petit peu plus le travail, des gens qui poussent là, pour qu'on améliore un peu la situation. Définitivement, dans certains cas, c'est complexe parce que, bon, il y a évidemment aussi des enjeux, économiques, tu sais, à vouloir tu sais, c'est au bout du compte, là, l'accessibilité totale, est quand même utopique, mais je pense qu'on doit tendre le plus possible quand même vers plus d'accessibilité définitivement, puis, plus de respect de tous, puis plus de représentations qui sont diverses et inclusives pour tous. Ça, c'est vraiment, je pense, important. Dans la plupart des studios, avec lesquels moi je travaille, ben, je veux dire,
la sensibilité est là. Dans les studios indépendants, la plupart, en tout cas au Québec, pas tous, mais beaucoup ont quand même une démarche en général qui favorise un peu le recrutement pour avoir plus de diversité et d'inclusion au sein des équipes. Donc, je pense qu'il y a un changement à faire, mais évidemment, c'est des changements sociaux des fois qui peuvent prendre une génération. Là, donc, il va falloir probablement attendre encore une dizaine ou une vingtaine d'années pour voir un peu des changements complets s'opérer. C'est pour ça que c'est important d'avoir des exemples aussi, de pouvoir supporter ces exemples-là pour pouvoir inspirer ceux qui suivent. Je peux penser par exemple à Frédéric McNamara de Chichi Games. Je sais que lui travaille beaucoup Mmh. sur augmenter l'accessibilité dans les jeux qu'il développe. Il est finaliste cette année dans la série Indie, donc c'est des super nouvelles aussi, puis c'est bien de reconnaître son travail. Non, vraiment, il y a quand même comme du coup, moi aussi, je fais partie des des finalistes du concours Indie avec, donc Touziglou, Carcajou, puis Triple Félicitations. Globoris. Ouais. Merci. Mais effectivement, en regardant toutes nos finalistes, on voyait, il y avait vraiment une belle diversité par rapport à d'autres années et tout, tu sais, comme, même aussi, tu sais, en termes, tu sais, de genre, d'âge aussi, en tout cas, nous, tu sais, en tout cas, on en parlera avec, comme nous, Triple Boris, on n'est pas juste des petits jeunes aussi. On peut aussi, comme par exemple, comme vouloir commencer des études aux études. On peut revenir aux études puis refaire du jeu vidéo plus tard aussi. C'est vraiment une possibilité. Puis c'est super intéressant à aller là-dedans et à découvrir. Et en plus, ce qui est bien, c'est comme on le dit, c'est que vous pouvez avoir un parcours qui est un peu différent en termes de la psychologie, du marketing, de la communication, vraiment et quand même réussir à vous intéresser finalement au design de jeu, en design de jeu ou UX. Il y a vraiment des possibilités. Puis comme on va le dire en ce moment, reste comme est-ce que du coup le métier de designer de jeu dans ce domaine-là a vraiment de l'avenir? Je pense que la réponse est oui. Puis fait que je voulais laisser Pascal parler un petit peu du coup de ça, finalement la place du designer de jeu finalement comme dans le futur et tout, et la place qui devrait comme encore plus prendre de place finalement. Ouais, ben, j'espère que l'industrie du jeu vidéo à Montréal va continuer à occuper beaucoup d'espace puis continuer à se développer à Montréal puis partout au Québec dans les prochaines années. Je pense que pour le Québec, c'est vraiment une richesse incroyable. C'est des emplois qui sont bien payés quand même et puis, je veux dire les produits qu'on développe, les œuvres qu'on développe, ben, on développe en ce moment les Dostoïevski puis les Tolstoï de demain. Aujourd'hui à Montréal, les jeux qu'on fait sont magnifiques à plusieurs égards, autant au niveau, de l'œuvre technologique que de vraiment tout ce qui est, tout ce que ça toute l'histoire qui est véhiculée, toute la musique, toute la poésie qu'on retrouve dans nos œuvres. Donc ça, c'est vraiment important. Maintenant, pour le designer de jeu ou pour le design en général, je pense que le 21e siècle va vraiment être un siècle de design. Ça me paraît évident. Si le 20e siècle, c'était plus un siècle d'ingénieurs puis de machines, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans les systèmes. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la pensée complexe. Les problèmes qu'on va avoir dans le 21e siècle avec le réchauffement climatique sont des problèmes qui sont complexes. Donc, on va devoir avoir une approche euh, plus systémique pour régler les problèmes, plus orienté sur les utilisateurs, ça me paraît évident. Donc, les formations de design risquent d'en avoir de plus en plus dans les universités. Puis je pense que les postes de designer, on risque de les trouver dans plein d'autres industries dans lesquelles on ne les retrouve pas classiquement. Je sais que dans la Silicon Valley, à l'heure actuelle, c'est souvent bien vu d'avoir sur un conseil d'administration au moins un designer de jeu. Donc, dans le passé, on voulait tout le temps avoir un avocat, un comptable. Mais aujourd'hui, c'est bon aussi avoir quelqu'un qui est capable d'être orienté solution quand même, puis d'être habitué à créativement résoudre des problèmes qui sont complexes. Donc, je pense que si vous êtes des parents puis qui nous écoutez, ben, vous devriez encourager vos enfants à poursuivre ou en tout cas à voir si ça les intéresse une carrière dans le jeu vidéo, que ce soit dans la programmation, tout ce qui touche les maths ou tout ce qui touche plus le génie logiciel, que ce soit dans les arts, que ce soit dans le design, il y a vraiment énormément d'opportunités pour les 10 ou 20 prochaines années. Puis un peu comme les gestionnaires de communauté ou comme le UX, il y a beaucoup de métiers qui vont être très demandés dans 5 ans ou dans 10 ans qu'on ne connaît même pas encore aujourd'hui parce que les pratiques ne se sont pas encore bien établies. Mais on voit que les changements sont rapides quand même dans notre industrie.
Il y a 10 ans, on savait pas ce qu'était le métier du UX designer et quand j'expliquais ce que je voulais faire, parce que j'ai fait la reprise d'études, les gens me disaient: «Tu veux faire 3 métiers en un, c'est pas possible, abandonne, ça sert à rien». What? Mais si, ça a du sens, regardez, ça marche. Non, ça, tu pouvais comme combiner l'aspect visuel, l'aspect comme design et c'était quoi le enfin, Et la c'est psychologie, en fait, je et la m'intéressais déjà psychologie? beaucoup, à Mmh. ça. Je l'ai découvert, en étant graphiste à la base et à un Mmh. moment donné, je fais: «Ce que je fais, ça a pas de sens. Du coup, il faut que je comprenne ce que je suis en train de faire». Du coup, j'ai repris les études en psychologie et hé, ça fait du sens! Non, Voilà. parce que c'est vrai, effectivement, tu sais, la psychologie puis la neuroscience, c'est comme un peu nous des sub, des co pour les Oui. designers, il faut vraiment aller là-dedans un petit peu puis s'intéresser parce qu'en fait, on joue avec les cerveaux des gens, en fait, tu sais? Fait que c'est comme c'est avec ça qu'on joue puis on essaie de résoudre des problèmes comme pour leur créer une expérience la plus intéressante et la plus satisfaisante et la plus engageante pour eux. Fait que fait que non, c'est ça. Mmh. Hem Alors sinon, continuons un petit peu, donc dans les, perspectives, fait que là, on a vraiment parlé un petit peu de l'aspect, donc de révolution, de changement de paradigme, mais on pourrait comme retourner un peu plus sur le jeu sérieux en tant que tel. Est-ce que, heu, on a comme on parle un petit peu, tu sais, de jeux sérieux thérapeutiques, ce genre de choses, mais est-ce que, véritablement, on pourrait retrouver de plus en plus finalement de pratiques ludiques, dans d'autres, endroits ou comme dans d'autres activités qu'on n'aurait pas imaginé que le jeu puisse entrer? Ben, j'espère que oui, je crois que oui. C'est sûr qu'au stade où on est aujourd'hui, on le voit un peu maintenant comment les débats sur Facebook sont hyper polarisants. Je pense qu'on est à une époque, encore une fois, de changement de paradigme qui fait que on est encore très analphabète par rapport, à toutes ces nouvelles pratiques-là. On a de la difficulté à comprendre tout le potentiel, tout l'impact que ça a. Puis, ben, c'est ça, on reste qu'on est des cerveaux, on reste qu'on est, émotifs. Donc, est-ce que, les jeux sérieux vont pouvoir, se démocratiser, se répandre, coloniser des nouveaux espaces? Je pense que oui. Puis je pense que dans plein de cas, ça va être super, excitant, puis ça va donner des super bons résultats. Je vois, ce que Sylvain, a fait, la son jeu en réalité alternée pendant le Montréal Joue. C'est vraiment des exemples de trucs super excitants qui nous permettent d'apprendre, plein de choses. De la même façon, Alexia Bérard-Lagunaris travaille aussi à utiliser des jeux pour gamifier des parcours, amener les gens à aller dans les bibliothèques, à faire plus de choses. Donc, je pense qu'il y a plein de trucs intéressants. Puis quand on regarde même du côté de la Suisse, il y a un développeur qui s'appelle Attila Sanzer qui a développé un truc qui s'appelle MMOS, je pense. Donc, ils intègrent à l'intérieur de jeux ils sont maintenant dans Borderland. Avant, ils étaient dans EVE Online, je pense. Mais ils intègrent des modules qui permettent de faire tout ce qui participe au mouvement Citizen Science. Donc, non seulement je joue, mais à travers des choses que je fais dans le jeu, ça permet d'entraîner des algorithmes puis faire de la recherche. Donc, il y a plein de choses qui sont vraiment intéressantes pour le futur. Mais ceci étant dit, je pense qu'il faut être vigilant quand même parce qu'il y a aussi plein d'abus ou plein de mauvais exemples où on va pouvoir utiliser des jeux dans des espaces où ça ne prend pas nécessairement de jeu, ça prend juste peut-être un peu plus d'intelligence, un peu plus de design. Je pense que de vouloir rendre les environnements plus interactifs, de les rendre plus excitants, de les rendre plus engageants, c'est positif. Mais je pense que d'avoir la pensée magique, par exemple, de faire que je vais tout apprendre sans faire d'effort ou ben ça, je pense que ça peut être négatif aussi. Puis je pense que il y a un courant derrière les serious games des fois qui tendent un peu vers ça. Donc, je pense que pour le futur, il y a vraiment énormément de potentiel, puis on risque de voir un petit peu de bon puis un petit peu de moins bon. Ceci étant dit, je suis quand même assez enthousiaste quand on regarde le développement de certaines technologies comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Maintenant, on parle de 5G. Quand on voit la qualité des jeux qui sont dans tout ce qu'on appelle le cloud computing, tout ce qui est la virtualisation des processeurs vont permettre de faire énormément de choses dans le futur. Donc j'ai l'impression qu'on va rentrer dans les prochaines années dans un monde qu'on appelle de ambient intelligence, un monde dans lequel on va être hyper connecté, dans lequel il va y avoir des interfaces partout, tout le temps autour de nous, que ce soit virtuelles ou réelles.
puis dans lesquels, ben, on 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 va pouvoir, je pense, expérimenter la réalité d'une autre façon. On n'est pas très loin de ce moment-là, puis je pense que c'est très excitant quand même de Mmh. participer, à cette, Non. Puis vraiment, en fait, je pense que le médium est en train, tu sais, de même au niveau du design, on est en train de comprendre. Enfin, tu sais, on est même la recherche est là justement, on intervient là-dessus, c'est qu'on est encore au balbutiement aussi. Fait que c'est même difficile pour nous d'imaginer en fait, les possibilités et comme disait, les nouveaux métiers qui vont surgir, par rapport à ça et tout. Fait qu'on est quand même encore dans un certain brouillard, mais on voit qu'il y a des tendances, des choses qui sont vraiment en train de se mettre en place, puis qui quand elles vont être mises en place et vont vraiment, heu, comme elles-mêmes comme un peu plus comprendre le propre médium, parce que ça prend le temps que le médium se comprend puis se «construit» entre guillemets, bah et qui devient un peu plus stable, bah là, on va vraiment avoir tout un nouveau champ qui devrait, arriver. C'est peut-être la place maintenant, aux questions, du public, avec bah, justement, pendant que vous écrivez vos questions, Gwendoline va faire un point par rapport à ça. Il y a, par rapport à ce que vous dites justement, pour, pas conclure, mais continuer à merger les informations, hem, de plus en plus, même si c'est encore très timide et pas très démocratisé, d'un point de vue médical, on observe le fait que, il y a des soignants qui utilisent justement les jeux pour, aider par exemple des personnes, en situation de handicap à pouvoir se remuscler via des jeux qui, genre, je prends un exemple bateau, mais, c'est quoi? C'est je perds les mots, c'est horrible. J'ai la Wii Fit et puis j'ai la, Ring Fit, Ring quelque chose. C'est un c'est un truc de jeu pour faire du sport. Bref, ça peut être Le utilisé Ring Fit, pour ouais. oui, voilà. Je pense que c'est le bon terme que tu as utilisé, Mais ouais. j'étais pas sûre. Et du coup, en fait, ça peut être utilisé pour, de la rééducation de personnes, qui ont eu, un accident de voiture, qu'importe, qui ont perdu quelque chose d'un point de vue musculaire ou autre. Et en fait, on va potentiellement, bientôt, pouvoir peut-être voir des game designers travailler avec, justement des soignants pour pouvoir bien amener le jeu. Enfin, pas des game designers, mais plutôt des game masters pour, pouvoir justement mettre le jeu, dans des places médicales, pour vraiment recentrer ça autour de l'humain. Et c'est aussi une peur que je partage dans ce que disait, Pascal, qu'on peut justement avoir des mauvais usages des jeux sérieux, des jeux en général et de pas forcément les mettre là où il faut. Et moi, je sais que je suis pas très, très fan des jeux sérieux parce que j'ai vu beaucoup de ces abus-là, de ces détournements et j'ai aussi vu beaucoup de fois l'humain se faire enlever de la place où il devait être et par exemple, il y a des jeux sérieux qui, en tout cas en France, pour certaines entreprises qui en proposent, remplacent ce qu'on appelle le service qualité et vie au travail, qui sont des services, des organismes qui sont là pour aider les travailleurs pour, par exemple, sortir d'une situation, psychologique, par exemple d'arrêter le tabac, pour, à parler de harcèlement au travail et cetera et en fait, c'est des jeux qu'on va mettre à la place de l'humain pour régler des problèmes d'humains et c'est pas une solution en soi, ça manque justement de replacer l'humain et ça peut être une des dérives. Donc Non, il faut je pas que ce soit au détriment oui, finalement de d'autres méthodes qui fonctionnent très bien, mais qui sont juste c'est un ça. peu plus coûteuses. Oui, C'est ça et parce que coûteuses en termes humaines et pas, parce que ça pas coûte quand que même cher de faire financière. le logiciel, mais c'est comme ça te Ouais. coûte cher pendant quelques années, puis après c entre guillemets, mais non, bah, c'est ça Sur aussi, le long terme, oui. exactement, puis, Mmh. tu sais, on peut pas, tu sais, puis on peut pas tout répondre par du design de jeu, Ouais. mais clairement, tu sais, oui, j'imagine bien, tu sais, une nouvelle génération de designers, bah, tu sais, comme se dire: «Moi, ma carrière, tu sais, je veux créer des jeux pour des enfants à l'hôpital, puis c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie», tu sais, Mmh, c'était «impossible» entre guillemets, comme pour moi, d'avoir cette idée-là entre guillemets, bah, on pourrait avoir l'idée, mais il y aurait pas eu de poste ou de choses, alors que maintenant, techniquement, ça serait une vraie c'est ça. possibilité, une vraie, possibilité de carrière de s'imaginer ça. Puis clairement, ça tu aurais dans une possibilité de créer de l'impact, c'est super intéressant. Puis on peut pas juste laisser, tu sais, des médecins puis des programmeurs comme créer ces expériences-là non plus. On a besoin de ces skills de mécanique de jeu. C'est vraiment tous ces choses que nous, on a mis en place en design de jeu et en UX et les Mmh. appliquer du coup dans ces domaines-là pour faire que le médium fonctionne Oui et et puis en plus on voit les avantages quand on arrive à travailler, enfin, ça a plutôt été fait sur des jeux, avec, qui parlent de santé mentale. J'ai pu en discuter justement, avec Elsa. Mais, il y a des jeux qui s'intéressent justement à la santé mentale et qui, en travaillant avec, des neuropsys, des psychologues et des patients,
peuvent arriver à retransmettre correctement, en fait, dans l'expérience de jeu, ces situations, ces conditions, les particularités, en fait. Et ça, c'est super bien parce qu'on a vraiment mis l'humain au centre de tout ça et on l'a pas exclu juste pour le faire consommer et ça, c'est beau, c'est vachement beau, je trouve. Mmh. Mmh. Mais de toute façon, je pense que quand on design, on met toujours le joueur ou la joueuse, c'est notre objectif, c'est ça. Puis, bah, tu sais, il faut que ça soit le cas dans tous les autres domaines aussi. C'est comme on a la même Oui. intention, puis la même comme appréciation, puis quand on crée une expérience pour un autre public cible, mais ce public cible, c'est un humain, puis il faut le respecter en tant qu'humain. Puis je pense que c'est la phrase la plus éthique qu'on pourrait faire pour terminer cette table ronde. Je crois qu'il n'y a pas de questions, fait qu'on va pouvoir du coup conclure là-dessus. Est-ce que vous avez à moins que vous ayez un dernier mot? Non, merci beaucoup d'avoir organisé ça. Je sais que vous avez mis beaucoup d'heures là-dedans, c'est super cool. Ça prend des gens comme vous, qui gardiez la flamme là, ouverte pour tout ce qui touche les jeux vidéo. Donc, c'est super gentil à vous d'avoir mis autant de temps là-dessus. Merci. Merci. Merci beaucoup. Super. Ben, de mon côté, merci à vous, hein, Gwendoline et Pascal. Désolée, là, les noms sont un peu interchangés. Margot, tu restes Margot. Mais et merci à Margot d'avoir animé la discussion. C'est très intéressant. Donc, je vous ai écouté tout le long. Il y a eu une belle interactivité. Mais tu peux aussi dire notre dernier rendez-vous qui sera vendredi prochain. C'est effectivement une très bonne idée. Donc, pour ceux qui ont aimé la première et la deuxième conférence, ben, il y en a une troisième. Ce sera la dernière de Ludiquement Sérieux et ce sera vendredi prochain, le 5 mars à 12h30. Donc, ce sera Margot, moi-même et Jonathan Bonneau qui vont discuter de bien-être, de communauté de joueurs et dans le fond de jeux vidéo, évidemment, on est dans la thématique. Donc, ça va être très intéressant d'aborder ces sujets. Donc, ça va être la suite des choses pour conclure cette série ludiquement sérieux.